Salut le plateau 18, j'essaie de regarder la caméra. Tu sais, à la télé, il faut regarder le téléspectateur pour lui annoncer les nouvelles. Alors, dans les vraies télés, ils ont un prompteur juste en dessous. Du coup, le mec, il est à fond sur le prompteur comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a de regarder celui-là? Voilà. Mais nous, ici, c'est le plateau 18. Et merci aussi d'être venu ici tourner avec nous ce petit film. Merci de m'avoir invité. Voilà, alors Kossi et Fouy, ben, c'est ton nom d'artiste, mais c'est ton vrai nom. Ah oui, 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 c'est mon nom, oui. Donc le petit Kossi et Fouy né au Togo. Au Togo, oui. Au milieu des années 60. 62. 62. Mmh. Et il va grandir au Togo, hein, oui. Avec beaucoup d'influence française, j'imagine. Ah oui, l'école, par exemple, hein, l'école où je suis entré à 7 ans, l'école se passe en français. Oui. Oui, oui. Et puis, voilà, on est très vite en contact avec des auteurs de langue française. Et tu disais qu'en plus, la langue togolaise que tu parlais, oui, n'était pas écrite. Hein. Alors, et que c'est quelqu'un qui s'est justement attelé à le faire. Disons que ce sont les missionnaires. Ce sont les missionnaires qui ont étudié cette langue. Et qui ont donc traduit la Bible en hébreu pour des besoins de l'évangélisation, et donc qui ont inventé l'écriture de cette langue. Alors ils n'ont pas inventé un alphabet, il y a eu un travail à partir de l'alphabet français, du latin, et puis quelques signes du grec ou de phonétique qui ont été intégrés pour certains sons qui n'existent pas, enfin que l'alphabet latin n'arrivait pas à traduire. Et tous les petits Togolais vont à l'école ou seulement une partie Oui, tous. Hein, tous à l'école française, tous. Oui, et ça ne pose pas de problème disons. À cet âge-là, on ne se rend pas compte. Non, et puis il n'y a pas de problème au fait que dans un pays où la langue officielle, la langue de l'administration, est le français, que les enfants apprennent le français à l'école. Si c'est pour apprendre les grands auteurs, c'est génial. Oui. Mais si c'est pour apprendre la langue de l'occupant, c'est beaucoup moins bien. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est formidable avec la langue, c'est que ça n'appartient à personne et même pas à l'occupant. C'est-à-dire que la langue, celui qui dit ma langue, bon, il fait rire la langue, quoi, et toutes les langues du monde en chœur, parce que il n'y a pas. Imaginez que demain, le meilleur spécialiste de Goethe, ce soit un japonais. Aucun Allemand ne lui dira, laissez ma langue tranquille, Goethe nous appartient. Et c'est ça le mystère de la langue, ça c'est formidable. C'est ça la chance qu'ont les peuples dominés, et c'est le grand rire qui traverse l'histoire, c'est que le dominant, sa langue ne lui appartient pas. La preuve, c'est que dans la langue française, on peut avoir des discours colonialistes, racistes, incroyables, et puis dans la même langue française, on a Rimbaud, on a Verlaine, on a Victor Hugo, on a des philosophes critiques, on a Voltaire, anti-esclavagistes, et tout ça est traduit dans la même langue. Donc, moi, la question que je pose toujours, c'est il n'y a pas de langue de l'occupant, ça ne lui appartient pas, c'est où on va trouver les armes dans cette même langue pour combattre l'idéologie de l'occupant, dans sa propre langue. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. C'est comme il y avait un économiste qui était venu faire un cours à la petite écriture et qui nous expliquait qu'il n'avait pas trouvé meilleur moyen d'intégrer l'ennemi pour le combattre que de passer des diplômes d'économie, etc. Armand Gatti disait, son père lui disait, dépêche-toi de maîtriser la langue des maîtres, sinon tu vas torcher le cul au patron. Et c'est très clair, dépêche-toi de maîtriser la langue du dominant, sinon tu vas lui torcher le cul. Eh oui, oui. Ouais. Il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Qu'il trouve quelqu'un d'autre. Du moment que c'est pas toi, ou moi, ou JP, ou quoi. Donc, tu es dans le bain des mots très rapidement, j'ai l'impression, quand même. Oui, d'autant plus que
moi j'étais à l'école française, mais en même temps je n'avais pas vraiment coupé le lien avec ma langue maternelle, puisqu'on apprenait le français à l'école, à la maison on parlait, mais surtout on avait accès à une littérature dans cette langue qui était la Bible traduite en anglais, hein, où il y a des textes de grand niveau littéraire. Hein. Ton départ du Togo, c'est une catastrophe? Tu le vis comme ça ou pas? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours voulu quitter ce pays. Je savais si vous arrivez dans une... vous ne décidez pas de l'endroit où vous êtes accueilli au monde. Hein. Et donc, c'est quand tu fais... je sais pas, quand tu arrives quelque part, que tu as conscience que ce terrain-là n'est pas, comment dire, nourrissant pour ton épanouissement, alors tu t'en vas. Il y a des ruptures nécessaires comme ça qui font partie de notre évolution. Moi, je suis né dans une dictature, j'en ai pris conscience assez tôt, et je commençais déjà à avoir quelques velléités d'écriture. Ça ne s'accorde pas avec la dictature. Ça ne s'accorde pas avec la dictature. Quand on regarde un gars comme Gary Victor, qui vit en Haïti, qui écrit des choses absolument scandaleuses vis-à-vis du gouvernement, etc. Et il vit toujours là-bas. Oui, oui, je pense qu'il y a aussi une dimension de choix personnel. Aussi, nous ne sommes pas tous égaux devant le courage physique, corporel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui ont le courage de rester là-bas, c'est vrai. Le courage ou l'obligation, et comment ils se débrouillent. Hein, après tout, on n'a pas toujours, encore une fois, on n'a pas toujours le choix de l'endroit où la vie nous pose. Et alors, du coup, tu passes un bac? Oui, j'ai passé le bac, ensuite j'ai fait 4 années d'études de philosophie à l'université du Togo. Du Togo. Voilà. La philosophie, carrément, pas fort. Oui, ça m'amusait. Ouais. Des penseurs comme Marx, ça disons que ça a été le penseur vedette dans ces pays qu'on a à l'époque, on parlait des pays du tiers-monde, et je pense qu'il y avait des raisons pour ça. C'est que, imaginez par exemple là en Afrique, où on nous racontait la colonisation, encore sur le modèle à l'école, hein, sur le modèle du méchant blanc et du gentil noir, les outils de Karl Marx, moi quand j'étais étudiant, nous ont permis de comprendre que l'histoire de l'Afrique est intriquée à l'histoire de l'Europe depuis les grandes découvertes, enfin les grandes explorations de l'Afrique et le commerce triangulaire, le commerce des esclaves, par le biais du capitalisme. L'étude du capitalisme donnait les clés de compréhension du destin de l'Afrique depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, là où les discours romantiques, la lecture romantique de l'histoire, appuyée sur les races, sur des sentiments, n'explique rien du tout, n'explique rien. Donc Karl Marx a été important, très important, en fournissant les outils objectifs d'analyser une situation en dehors de l'idéologie raciale. C'était l'université du Togo, c'était le rendez-vous des surdoués du coup. Ah, des surdoués. Non, ceux qui étaient les surdoués, c'était nos maîtres. Moi, je me souviens, au cours primaire, on était une centaine dans la classe. 100 élèves dans une classe, qu'est-ce que vous voulez qu'un instituteur puisse faire? Et ces instituteurs-là, ils nous ont fait. C'était eux les surdoués de pédagogie, d'inventivité. Ils n'étaient peut-être pas les instituteurs et les professeurs les mieux formés de la planète, mais ils étaient doués. C'était des pédagogues. Des comédiens? C'était des improvisateurs, oui. C'était de grands improvisateurs. Du coup, il avait une... Enfin, quand je dis c'était, ce n'est pas tout le monde. Mais quand même, je pense que la majorité d'entre eux avaient en face de 80 élèves. Quoi. Alors ils se débrouillaient. Ils arrivaient à obtenir du silence dans une classe de 80 élèves. Donc, et toi, donc, tu penses déjà au théâtre? La première pièce, à l'époque, je jouais déjà en tant Ah oui, bah bien sûr. Et donc j'ai commencé à écrire dans la troupe du lycée, troupe universitaire. Et là, j'avais écrit une première pièce qui s'appelle Le Carrefour. Et avec la troupe avec laquelle je jouais, on a monté cette pièce. T'étais écrivain et auteur et acteur ou pas? Non, au début j'étais acteur, et puis après j'ai écrit cette pièce. Et oui, c'est vrai, j'ai joué dans cette pièce. Oui, c'est rare ça.
Oui, bon, disons qu'on était quand même dans des expérimentations, dans l'embryon de quelque chose. Hein. Il n'y avait rien d'exceptionnel. Vous amusiez, quoi. Exact. Donc on faisait tout. Il n'y a rien de plus exceptionnel que de s'amuser, tu sais bien. Du coup, tu débarques à Paris, j'imagine. Bah oui, la première pièce que j'ai écrite a obtenu un prix à l'époque. Ouais, c'est bien ça. RFI organisait un concours mondial, hein, le concours théâtral interafricain. Alors à l'époque j'y ai participé, c'était interafricain, après ça s'est mondialisé. Et donc ma pièce, Le Carrefour, a eu le prix. Et le prix c'était une année de résidence, d'écriture, une bourse d'écriture d'1 an en France. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris. Quelle chance, en 90. Donc mais quel travail sans doute. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de travail derrière, et puis généralement la vie, quand elle est abondante, elle est surabondante. On fait un saut et on se retrouve au Seuil. Ah oui, alors là je suis arrivé en France en 90, et donc j'avais écrit encore une ou deux autres pièces, j'étais accueilli au Festival international des francophonies à Limoges pendant 1 an ou 2, et après j'ai commencé à écrire un roman qui a mis du temps à se mettre en place. Un roman, c'est très long. Et j'ai une amie qui dit qu'elle aime beaucoup le format roman parce qu'elle est amoureuse de ses personnages. Et que plus c'est long, mieux c'est, quoi. Oui, de toute façon, je crois qu'on ne peut pas faire un récit, un roman sans être attaché à tous ces personnages. Hein. Parfois à certains plus que d'autres, parce que ce sont toujours comme dans le rêve, tous les personnages sont toi. C'est au long cours le roman, de toute façon, c'est au long cours. Et on fait connaissance aussi avec ces personnages tout au long de l'exploration. Oui. Voilà. Donc j'avais écrit ce premier roman, s'appelait La Polka, qui a été publié au Seuil, effectivement. Après des péripéties pas possibles. Oui, je peux raconter ou pas. Oui, bien sûr. En fait, Cossy était désespéré, tu avais envoyé ça à une dizaine de maisons d'édition. Ouais. Des retours laconiques et mortels, on va dire. Et finalement, un jour, tu rencontres un mec qui te dit « Waouh ». Oui, j'avais envoyé le manuscrit à Seuil, à Gilles Carpentier. Gilles Carpentier, j'avais croisé, quand je suis arrivé, 8 ans plus tôt, peut-être 7 ans plus tôt, mais très rapidement au Festival des Francophonies, et quelqu'un me l'a présenté en me disant que c'est l'éditeur de Sonny Laboutancy. Sonny Laboutancy est un écrivain congolais que je lisais, moi, étudiant au Togo, avec un grand intérêt. Et alors, au bout des 8 ans plus tard, au bout des 10 refus, le nom de cet homme est revenu. J'étais en train de tout jeter, hein, les manuscrits, les brouillons. Je faisais le grand ménage pour me débarrasser. Ouais, je pense que oui, on peut appeler ça comme ça. Je faisais une dépression. Je voulais me débarrasser de tous les signes de l'écriture de ce roman. Et je tombe sur la carte de visite de cet homme, et je me suis souvenu que c'était effectivement l'éditeur de Sonny Laboutancy. Donc je lui adresse directement le manuscrit au Seuil. Une semaine après, il m'écrit pour me dire qu'il a lu le manuscrit avec grand intérêt et qu'il m'invitait à déjeuner pour qu'on en discute. Et de fil en aiguille, le roman a été publié au Seuil. Et combien de romans maintenant au Seuil? 5. Donc, et un sixième va venir en décembre. Non, le 5e va venir. Le 5e va venir. Et bon, Gilles Carpentier n'est plus au Seuil, mais je travaille maintenant avec Bertrand Visage et ça se passe très très bien. Ouais. D'accord. Moi qui ai lu un peu ton écriture romanesque et ton écriture de théâtre, je trouve que c'est toutes deux écritures très différentes. Oui, c'est possible, mais... C'est beaucoup plus cinématographique au niveau du roman, dans les séquences, dans le temps que tu prends, et beaucoup plus scénique et percutant, et presque de l'escrime, avec les mots. Le langage, c'est la langue que nous parlons, c'est le territoire, c'est un territoire de bagarre. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la bagarre entre, dans la même langue française, la bagarre entre un discours colonialiste, raciste, et puis un discours humaniste, plus ouvert, voilà. Ces deux discours-là se bagarrent dans la même langue.
un autre exemple, c'est quand j'ai commencé à écrire, c'était un peu la mode de l'écriture engagée, politiquement explicite, et la question que je me posais et dont je discutais avec mes camarades, c'était quand le dictateur il finit son discours, il ne dit pas vive la torture, vive les emprisonnements sans procès, il dit vive la liberté, vive la paix. Et donc, il ne suffit pas que moi, je reprenne les mêmes mots en écrivant « Vive la liberté, vive la paix » pour être un écrivain engagé ou un poète anti-dictature. La question se passe ailleurs. C'est qu'est-ce que moi, je vais faire des mêmes mots pour faire entendre quelque chose d'autre. Et c'est une bagarre. Moi, j'utilise ma souffrance au bout du compte pour aller non seulement la guérir, mais en plus aller plus loin après. Oui, je pense que... Et puis être bienveillant après, du coup. Avoir les clés de la bienveillance. Je mais... pense que la bienveillance, il faut en avoir eu besoin un jour dans sa vie pour pouvoir après la restituer, il me semble. Les personnages sont très bienveillants, moi, je trouve. Oui. Si je raconte des choses qui sont dures, parce que c'est un peu comme ça que j'ai découvert la vie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est une illusion de croire qu'il y a un endroit au monde où on est à l'abri des grandes questions qui nous perturbent nos vies et qui tournent toujours aux questions qui tournent toujours autour de la question du conflit entre tyrannie et liberté. Et la question du conflit entre tyrannie et liberté peut être un individu lui-même aussi. Donc il n'y a pas, ou dans la famille, ou dans la relation amoureuse, enfin qui est dite amoureuse. Et ta famille, elle a été détruite par cette dictature? Bah non, disons que non, cette dictature était elle n'était pas, enfin, elle visait des opposants objectifs, alors détruites non pas physiquement, mais détruites par le silence, par exemple, par le silence qui a pesé dans ma famille comme dans plein d'autres familles sur le temps d'avant, qui était le temps héroïque, qui est le temps où nos pères, nos mères se sont battus contre l'occupant pour l'indépendance, qui est qui est devenu le temps sur lequel on a fait un grand silence. Et donc, ce n'est pas une destruction physique, c'est une destruction symbolique dans la mémoire des millions de gens. Donc, ma famille ne fait pas exception. Nous, en France, quand on entend dictature, on pense à Hitler, à Louis XIV, des trucs comme ça. Au Togo, c'est encore autre chose, cette dictature? Oh, c'est une grossière dictature militaire, hein, voilà, un peu moins folklorique que Bokassa ou Idi Amin Dada, mais qui est pas loin. Non, violent, très violent, je dis, c'est des gens qui ne reculent pas devant la salle. Des non, mecs, ils ne reculent devant rien. Des mecs aux mains sales, quoi. Des mecs aux mains sales, à l'esprit sale, c'est pas, je veux dire, c'est des gens qui ont plongé le pays dans une obscurité spirituelle et dans une médiocrité dont on mettra très longtemps à se relever. Et alors justement, tu t'en es relevé, toi, tu peux repartir au Togo? Comment dire, je n'avais pas eu à m'en relever parce que j'ai combattu tout de suite pour ma propre liberté, ma propre survie mentale et intellectuelle. Je me suis préservé, j'ai trouvé les moyens de me préserver, les armes de l'art, les moyens de la poésie qui donnent une vie intérieure inattaquable par l'obscurité qui règne. Maintenant, est-ce que je peux retourner au Togo? Oui, bien sûr. Je crois que on ne me considère pas là-bas aujourd'hui comme une menace politique. Donc, même si la dictature, pour moi, est restée la même, puisque le fils a remplacé le père, les méthodes sont restées quasiment les mêmes, sauf que maintenant, c'est peut-être un peu la castration, elle se fait plus en gants blancs, parce qu'il y a des communicants qui ne sont pas en tenue militaire, qui vont prendre la parole pour défendre des systèmes sanguinaires. C'est juste un changement de modalité d'être, mais le système est toujours resté le même. Mais ce système qui est là ne me considère pas moi comme un danger. Donc je peux retourner si je veux, si j'y trouve quelque intérêt. Donc la douce Afrique dont on rêve nous ici en France,
Elle n'existe pas. Bah, ouais, elle existe. Parce que l'Afrique, c'est aussi ses paysages, c'est aussi, c'est aussi son immensité, c'est aussi sa richesse de personnes. Parce que là, nous parlons de systèmes. Et les systèmes sont laids. Mais la vie elle-même, elle garde encore cette capacité extraordinaire d'inspirer des imaginations créatrices. S'il n'y avait pas ça, si on ne comptait pas sur les gens concrets qui imaginent leur vie tous les jours dans des conditions difficiles et qu'on comptait uniquement sur les fameux dirigeants, ils auraient, comme le monstre, mangé entièrement leurs propres enfants et la terre et disparaîtrait après, quoi. Je veux dire, c'est un des systèmes, on ne sait pas quelle absurdité les font exister. Les êtres humains qui vivent sous ces systèmes-là sont obligés, pour vivre, de faire appel à une grande imagination. Et effectivement, là, il y a de la beauté. Il y a de la beauté. Si moi je raconte les choses difficiles que je raconte, c'est parce que je ne perds jamais contact avec la grande beauté, la grande force qui habite des individus humbles comme mon père, artisan, allant de village en village pour réparer les postes radio, ma mère, ouvrière agricole, faisant en sorte que les enfants puissent manger, aller à l'école, lire des livres. C'est ce courage et cette beauté-là qui me donne la force de dire l'horreur. S'il n'y avait pas toujours présente cette beauté et cette force, on n'aurait pas la force, on n'aurait pas le courage d'écrire. Et alors en plus, tu as un devoir de transmission de ce bagage de force et d'espoir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de le recevoir, il s'agit aussi de le rendre. Il n'y a pas mieux que le théâtre au bout du compte pour ça. C'est pour ça peut-être que tu as choisi aussi ce format théâtre. C'est justement pour pouvoir véhiculer à plusieurs une sorte de NAS comme ça, où il y aurait des bonbons, des choses heureuses. Et puis un espoir pour le futur. Encore une fois, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la joie, de la force, qui est pour moi l'expression la plus pure de la force de vivre, ben je ne raconterai pas tout ce que je raconte. Ça c'est sûr. Et je suis très très frappé par certains témoignages de gens qui ont vécu dans des situations extrêmes, de dénuement, d'enfermement, et qui parlent de poésie. Qui disent la poésie a été présente, on s'est dit des vers, on s'est récité des poèmes qu'on connaissait par cœur. Ce sont des choses que j'ai lues dans des témoignages de personnes qui ont vécu des situations extrêmes et qui y ont survécu. Ils ne disent pas que la poésie les a sauvés, ils disent que même à cet endroit-là, il y avait en eux un besoin de poésie et que ça donnait quelque chose. Bon, quoi, ne nous précipitons pas pour nommer les choses, c'est un tel mystère, ces actes de survie, de confiance, mais voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et alors le théâtre peut-être donne cette possibilité de partager ça comme un acte de communion, d'une cérémonie de communion, hein, où tous les vivants sont là, présents, partageant le même instinct. Je pense que si on lit un roman, on écrit un roman, on l'écrit seul. Et quand on lit un roman, on le lit seul, c'est vraiment la solitude du lecteur qui répond à la solitude de l'écrivain. En même temps, quand on lit un livre tout seul, lorsqu'on est marqué par le livre, on l'offre à quelqu'un d'autre, on en parle autour de soi. On diffuse quelque chose autour de soi. Alors ta troupe s'appelle le théâtre? La compagnie Théâtre Inutile. Elle s'appelait déjà comme ça avant que tu arrives? Oui. Et alors tu arrives comment? Alors du coup tu remplaces quelqu'un? Non, j'avais rencontré le metteur en scène, il était aussi au tout début de, je crois, de ses activités. Je crois que c'était en 2007 ou en 2005, je ne sais plus.
donc voilà, j'ai rencontré le metteur en scène, Nicolas Salins, et puis alors, dans l'équipe, il y a Norbert Choquet qui est vidéaste, Karine Jumeau qui est compositrice et musicienne. Vous essayez de prendre tout ce qui est possible au bout du compte au niveau technique. Disons que ce sont des rencontres personnelles. Ah oui, chaque individu a été... Voilà, et ces rencontres-là... Ce qui rassure pour la bonne santé du système de théâtre que vous voulez faire. C'est vrai de travailler avec des gens qu'on a rencontrés. Oui, c'est la rencontre d'abord, parce qu'il y a une écriture, il y a des écritures, chacun dans une écriture, et ces écritures-là se sont tissées ensemble parce que les personnes se sont rencontrées pour constituer un collectif. Dans notre dernier spectacle, là, déjà Karine Dumont, qui est compositrice et musicienne, qui travaille sur tous les spectacles. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'espace pour la musique. Oui, il y a autant d'espace. Au départ, il y a de l'espace pour toutes les écritures, le costume, ça c'est Marie Ampe qui s'occupe des costumes, donc elle écrit les costumes. Pour nous, c'est une écriture. On est un collectif, mais chacun s'occupe de son domaine. Moi, je m'occupe d'écriture et de rien d'autre. Ben, tant mieux. Et le metteur en scène s'occupe de choisir des comédiens, de les diriger, de la compositrice s'occupe... Enfin, le metteur en scène choisit des comédiens parmi une troupe. Alors, il y a des comédiens qui travaillent avec nous depuis le début, et des comédiens, il y a une sorte de fidélité aussi à des comédiens avec qui on a déjà travaillé, et puis selon les besoins du spectacle, encore une fois, ce sont des rencontres qui déterminent la conduite du travail. Tu vas de temps en temps jusqu'en Italie, d'autres fois, tu vas vers le nord aussi, Mais le nord, c'est Amiens. Amiens, surtout, je travaille avec la compagnie Théâtre Inutile, donc qui est basée à Amiens, donc c'est pour ça que je suis souvent dans le nord de la France. En Italie, j'ai rencontré une troupe qui s'appelle l'Atelier Teatro, et qui a entre autres caractéristiques de choisir des auteurs français contemporains, en tout cas des auteurs de langue française, et de les traduire en italien. Donc moi j'ai eu le bonheur... Et de les jouer. Et de les jouer, oui. Donc j'ai eu le bonheur d'assister à la représentation d'une pièce qui s'appelle Que la terre vous soit légère, et le contact s'est établi comme ça. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un pont entre la compagnie Théâtre Inutile et Atelier Théâtre de Milan. Et nous, au milieu, Montpellier. Comment t'ont découvert ces Italiens? Bon, ça aussi c'est une longue histoire. J'adore les longues histoires. Mamadou Dioum est un comédien qui a travaillé avec Peter Brook pendant, je crois, une trentaine d'années. Il faisait partie des premiers comédiens de Brook, et après il s'est retiré, il a choisi l'Italie pour se poser, et depuis quelques années, et il fait des ateliers essentiellement, et il travaille avec Atelier Théâtre. Comme il avait déjà monté il y a longtemps, 92 ou 95 je crois, cette pièce Que la terre soit légère, avec une compagnie de Grenoble, il s'est souvenu de cette pièce quand le moment est venu de faire un projet de spectacle avec Atelier Théâtre, et de fil en aiguille, et voilà, on est arrivé à ce résultat aujourd'hui. Ouais. Quelle route, hein? C'est multiple, mais ce qu'on ne sait jamais, quelle loi gouverne nos vies. Hein. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Je crois que c'est plus sage. C'est plus sage. Ça fait flipper après. Cool. Je suis très content d'avoir participé à plateau 18. Ce rendez-vous m'a ravi. Et ben moi je voudrais dédier cette émission à une amie qui est décédée il y a quelques jours, une amie à Jean-Pascal, à moi, qui s'appelait Joroka, qui était quelqu'un de formidable. Voilà, je voulais vraiment le dire, même si ça... Bon, voilà. Et un prochain plateau 18, hein, on verra comment ça se passe. Et nous on te suit à distance. Merci. Voilà. À la prochaine. Ciao. Ciao.